Comment une crise financière, qui concerne a priori les banques et le secteur financier, peut-elle s'étendre progressivement à l'économie tout entière? En 2008 a éclaté la crise financière la plus grave depuis le krach boursier de 1929. Et cette crise financière s'est transformée en crise bancaire, qui s'est transformée en crise du crédit, qui s'est transformée en crise de confiance, en crise de l'économie. Donc une crise globale extrêmement importante qui s'est répandue dans le monde entier après avoir commencé aux États-Unis. Mais revenons à notre banque miniature et penchons-nous sur son minuscule bilan comptable. Ici à droite, voici le passif, où figurent les ressources de la banque, ses fonds propres, les dépôts de ses clients et les prêts consentis par d'autres banques. De l'autre côté, voici l'actif, c'est-à-dire ce que la banque fait avec ses ressources. En gros, elle le prête à des particuliers, à des entreprises, à d'autres banques, et puis à ce client un peu spécial, la République de Nanonésie, dont l'économie florissante attire les capitaux du monde entier. The American dream. There's a reason they call it a dream. Mais revenons encore au bilan. La banque paie des intérêts sur les sommes qu'elle a empruntées. Son passif lui coûte de l'argent. Heureusement, son actif lui en rapporte. Et comme la banque est gérée adroitement, l'actif rapporte plus que ce que coûte le passif. Le solde est positif. C'est comme ça que la banque paie les salaires de ses employés et fait des bénéfices. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes minuscules, lorsque soudain, patatras. En Nanonésie, le général Yota vient de s'emparer du pouvoir et menace de ne pas rembourser la dette publique du pays. Rien n'est encore officiel, mais le risque suffit. Du jour au lendemain, plus personne ne veut prêter à la Nanonésie. Parmi les actifs de notre banque, ceux qui concernent la Nanonésie ne valent virtuellement plus rien. Si bien que le bilan de notre mini-banque bascule dans le négatif et qu'on commence à évoquer le spectre de la faillite. Les clients inquiets pour leurs économies retirent massivement leurs dépôts, ce qui est précisément le moyen de provoquer une faillite. Et c'est là qu'entre en jeu le terrible effet domino. Cette crise n'a pas éclaté comme ça dans un ciel serein. Non, elle est peut-être le résultat d'un contexte économique. Et ce contexte économique, c'est celui du néolibéralisme. En quoi consiste essentiellement la thèse néolibérale? Eh bien, c'est de dire que les marchés sont autorégulateurs. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'autres régulateurs et surtout pas de l'État qui serait là pour contrôler, réglementer toute l'économie. Submitted for your approval. 1. First National Bank. What is a bank, you ask? A curious place where both space, time, and irony exist. And yet, don't. You gonna be doing that the whole time? Pay attention, Pyle. Exhibit A, those who have come to deposit and safely store their earned monies. Exhibit B, those who need to borrow said money for purposes unknown. Hey, that's me! Ergo, Exhibit C, the bank only has so much money in the vault to lend out to people such as you. Hey, that's the guy! He took my house! Really screwing my vibe here, pal. Space-time continuum. He can't hear you. Just let me narrate. Now, where was I? So you see, by the time he got to you, Pyle, his bank was out of money. But he gave me lots of money and charged me a lot of interest.
Yes, that's the only way banks make money, by making debt loans. Debt equals money, pile. Remember that. Debt equals money. The more loans they make, the more money they make. Si la banque X fait faillite, se dit-il, alors la banque Y ne récupérera pas les 7 milliards qu'elle lui a prêtés l'année dernière. Donc, il faut considérer Y comme virtuellement en faillite à son tour. Et si Y plonge, elle ne pourra jamais rembourser Z, et ainsi de suite. On assiste à une véritable réaction en chaîne à l'issue de laquelle plus personne ne fait confiance à personne. Les banques ne se prêtent plus entre elles. Et pire, comme elles manquent de cash, elles évitent aussi de prêter aux particuliers et aux entreprises. Les entreprises, qui n'ont plus accès au crédit et anticipent une baisse des commandes, réduisent leur production et licencient. C'est comme ça que la crise bancaire devient crise tout court. Parce que ces nouveaux chômeurs sont aussi des consommateurs qui vont consommer moins. Quant à ceux qui travaillent, inquiets pour l'avenir, ils préfèrent épargner plutôt que consommer. Bref, la demande plonge. Mais comment ça s'est accéléré aussi rapidement? Parce qu'on a l'impression quand même que les entreprises licencient parce qu'elles anticipent, ou est-ce que c'est parce qu'elles ont déjà moins de commandes? Non, non, les entreprises ont de réelles difficultés, si vous voulez. Quand tout le monde est confronté à la difficulté d'obtenir du crédit, quand par exemple vos fournisseurs ne vous payent pas assez rapidement, quand vous n'arrivez pas à vendre assez rapidement vos produits, c'est progressivement toute la mécanique financière de l'entreprise qui se bloque. Et donc l'entreprise, sa réaction normale, c'est de dire je réduis la voilure. Quand les temps sont difficiles, je réduis la voilure. Quand en même temps vous avez du mal à exporter, parce que le financement de l'exportation lui aussi est devenu difficile, quand tout devient un risque, vous ralentissez la cadence. Mais donc tout serait en train de se gripper dans l'ensemble des canaux de l'économie, finalement, si je vous comprends bien. Mais par exemple, le gouvernement, avec le médiateur du crédit, René Ricol, fait tout pour que les banques se remettent à prêter. Donc finalement, ça devrait être qu'un petit grippage momentané. On devrait faire sauter les caillots et puis ça devrait repartir, non? Oui, théoriquement. Inflation is the increase in prices of goods or services over time. Dan just got paid and needs to buy groceries. Dan heads to the grocery store and loads up his cart with the items that he needs. These items cost Dan a total of $100. A year later, Dan returns to the grocery store with $100 to purchase the same items. However, now the same items cost $105 and Dan is forced to remove an item from his cart. Dan has experienced the effects of a 5% inflation rate. Dan must pay $5 extra to purchase the same items that cost $100 only a year ago. This is Mel, United States Mint. Hiya, Mel. First National needs another 20 millis. We're already running the presses full steam here, Ethan. Gotta keep making loans. Gotta keep the money flowing. All right, you're the Fed. Whatever you guys say. 20 million more by morning. Inflation leads to higher prices and lower purchasing power. It's usually a monetary phenomenon caused by a country printing more money than is justified by the country's wealth. When more dollars are issued for a limited amount of assets, the value of each dollar is decreased. In reality, monetary inflation is intentional. The printing of money is controlled by central banks and heavily influenced by a nation's government. Mais la vérité, c'est que les banques, en fait, sont de plus en plus allergiques au risque. Donc, elles ont de plus en plus de difficultés à faire confiance, à faire crédit. Elles prennent des garanties de plus en plus importantes. Elles élèvent les taux. Et donc, les conditions du crédit sont devenues globalement difficiles. Le coût du capital s'élève. Donc, pour les entreprises, c'est une vraie difficulté. La nanonésie n'a pas encore fait officiellement défaut, mais cette simple possibilité a provoqué une perte de confiance telle que le système financier s'est bloqué et que ce blocage a provoqué une crise généralisée avec effondrement de l'activité, de l'emploi et de la demande. Bref, le virtuel est devenu réel. Ce sont de vrais emplois qui sont perdus et de vrais gens qui se retrouvent sans ressources. C'est parce que la sphère financière est connectée à l'économie tout entière que ces crises peuvent devenir un problème pour tout le monde. L'hypothèse aujourd'hui, c'est qu'à fin 2009, on aura probablement un taux de chômage de l'ordre de 8,5%. Alors qu'on est à combien aujourd'hui? Alors qu'on est à 7,5%. Donc ouais. C'est une vraie augmentation du chômage parce que les mécanismes de grippage de l'économie sont en train de se diffuser. Et puis surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a 3 ou 4 moteurs de l'économie. Il y a la consommation. On voit bien que les Français ne sont pas
frénétiquement consommateurs et leurs inquiétudes font qu'en 2009, ils n'ont pas très envie de consommer. Ensuite, il y a l'investissement. Ça, vous pouvez être sûr que les investissements vont très nettement ralentir. Ensuite, il y a les exportations. Lorsque tous les pays ralentissent, il est de plus en plus difficile de ralentir. Et on voit la Chine qui en ce moment elle-même... Et ensuite, il y a un autre problème auquel on ne pense pas assez, c'est que quand on n'arrive pas à vendre, qu'est-ce qui se passe? Les stocks s'accumulent et il faut financer les stocks. Donc les entreprises... Ça veut dire quoi, financer les stocks? Pourquoi est-ce qu'un stock, c'est un stock? Pourquoi le financer? Parce que vous avez immobilisé du capital pour le fabriquer. Et ce capital que vous avez immobilisé, il n'est pas disponible pour l'exploitation. Donc c'est tous les moteurs de l'activité économique qui se grippent les uns après les autres, et donc les entreprises s'adaptent, donc elles réduisent la voilure, donc elles n'embauchent pas d'abord, elles réduisent l'intérim, et puis après elles finissent par faire des plans sociaux.